Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Patrick Simonin. Vous êtes bien sûr éditorialiste au Point, vous avez publié de très nombreux ouvrages. Avec vous, La vie politique est un vrai roman. Vous avez publié l'histoire intime de la Ve République en plusieurs volumes. Mais là, c'était du temps du général de Gaulle. Est-ce qu'on peut dire là, alors que François Bayrou a remis sa démission à Emmanuel Macron, qu'on est dans une véritable crise de régime ? Pas encore. Ça peut venir, c'est-à-dire de même qu'il y a une convergence des luttes, comme dit Mélenchon, il peut y avoir aussi une convergence des crises, c'est-à-dire la crise financière, on l'a pas encore tout à fait, la crise politique, on y est en plein, la crise sociale, je ne sais pas. Enfin, le jour où vous avez toutes ces crises en même temps, ça fait qu'effectivement, là, vous avez une crise de régime, comme vous l'avez eu déjà sous la Ve République, vous l'avez eu en mai 58, et vous l'avez eu 10 ans plus tard, en mai 68. Là, quand on a vécu ces deux périodes-là, 58, c'est quand même un petit peu loin pour moi, mais en tout cas 68, il n'y avait plus d'État. Enfin, vous voyez, c'était... Et là, on est quand même dans le cinquième Premier ministre en 3 ans. On se attendez. croirait revenu à la 4e République. Ah ben on y est, pratiquement. C'est-à-dire, on a les institutions de la Ve République, mais avec une espèce de pratique de la 4e, et une classe politique, disons, qui a tendance à se dégrader de plus en plus. Si vous voulez, là, on voit très bien que c'est pas du tout le même niveau. Enfin, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est vrai. Il y avait un peu plus de classe il y a encore, disons, 20 ou 30 ans. Il y a une espèce de lente dégradation. Il suffit d'écouter les débats, il suffit d'écouter les vociférations, les interruptions permanentes, les insultes. Enfin, bon, on est quand même dans autre chose. Bon, il y a déjà une crise, de toute façon, on voit bien à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire une crise du comportement. C'est-à-dire on est sorti un petit peu du respect démocratique. Oui, alors, un mouvement. Demain, ça va être le mouvement Bloquons tout. Donc, il y a... moi, je suis pour débloquons tout, moi, parce que je pense que la France, il faut surtout débloquer, parce que tout est bloqué. Bon, il y a des gens qui veulent bloquer en plus, mais je pense que, si vous voulez, si vous avez, à un moment donné, la crise sociale, ça passera peut-être par un mouvement de ce type, mais ça ira plus loin, parce que pour l'instant, on voit bien, ceux qui initient ce mouvement c'est l'extrême gauche, même si elle se camoufle. C'est pas encore, disons, la grève générale comme il y a pu avoir, par exemple, en mai 68, quand la France s'est totalement arrêtée. C'était très impressionnant. Oui, le président de la République, Emmanuel Macron, a encore quelle carte, j'allais dire, sur la table. Parce que là, on comprend, il a dit qu'il va nommer un nouveau Premier ministre, donc il n'y aura pas de dissolution. Il va nommer un Premier ministre dans les prochains jours. Pas de dissolution. Oui, je pense qu'à un moment donné, il sera peut-être obligé de faire la dissolution. Là, il n'est pas encore obligé. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il veut être toujours sur la photo et toujours au centre. Dans une période comme ça, il serait plus judicieux, à mon sens, il ne l'a pas fait encore, de se planquer un peu ce que savait très bien faire François Mitterrand. C'était le roi pour ça. Allez hop, c'était comme le sous-marin brusquement en immersion profonde quand les difficultés arrivaient, qu'il était impopulaire. Parce que quand on est impopulaire, on n'est pas audible. Enfin, c'est la base de tout. Lui, il est impopulaire, il n'est pas audible et il continue toujours à parler. Enfin, il aime ça. Mais il ne faut pas dans ces périodes-là. Il faut laisser passer le temps, peut-être pour revenir, vous voyez. Mais là, bon, la dissolution, je pense que c'est le coup suivant. Il sera peut-être obligé. Il sera obligé le coup d'après. Peut-être parce que s'il n'y a pas de budget, par exemple, il a plusieurs solutions qui s'offrent devant lui. Il choisira peut-être la solution Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, peut-être une autre. Voulu déjà, plutôt que de nommer déjà François Bayrou. 2 fois, ça fait 2 fois. Et puis même du temps d'Attal aussi. Enfin, c'était quelqu'un qui peut faire la synthèse. Sébastien Lecornu. Il a la réputation d'être, s'il est proche de Macron, d'être extrêmement habile, fluide, rapide, vif argent. Enfin, ça va très vite. Il pense vite. Enfin, puis il a été au Républicain, après il a été macroniste. Mais c'est peut-être le Rassemblement national l'aime bien. Je suis sûr qu'il est capable d'avoir des rapports aussi avec LFI. Enfin, vous savez, il y a des périodes qui sont faites pour des personnages comme ça, et c'est peut-être son moment, ou ce sera peut-être quelqu'un d'autre, parce que je suis pas sûr non plus que Emmanuel Macron ait le choix lui-même. D'ailleurs, la première fois, il a fini par nommer Attal sous la pression générale. Il a nommé Bayrou sous la pression de Bayrou tout seul, mais enfin, lors d'un tête-à-tête qui était assez sportif. Et là, je suis pas sûr, vous voyez, je pense qu'il a Lecornu en tête, il va essayer d'embrouiller un peu, d'envoyer sur des fausses pistes, mais peut-être que ce sera quelqu'un d'autre encore. Mais si vous voulez, la dissolution, c'est l'arme fatale, la dernière, parce qu'après, il pourra plus dissoudre. Hein. C'est un fusil à un coup. Vous avez le droit de dissoudre pendant 1 an. Après, c'est fini. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Bon, le délai d'1 an est passé, donc il peut redissoudre.
Il y a plusieurs risques. Pour arriver à la même situation de blocage, oui, et plus il se rapproche de la sortie, plus ce sera compliqué, si vous voulez, aussi parce que si, comme on le sent, il y a une forte poussée du Rassemblement national, bon, je suis pas sûr aujourd'hui qu'ils soient en état d'avoir la majorité absolue avec les scores qui sont annoncés de 31, 33, etc. Mais enfin, il n'est pas très loin. Oui. Hein, on dit souvent qu'il faut 40, il faut peut-être 35 ou 36%. Et à ce moment-là, avec une majorité absolue de RN, c'est très difficile de faire une cohabitation si vous êtes à 1 an de l'élection présidentielle, vous voyez, parce que c'est déjà la campagne et il y aura un fort mouvement peut-être pour le sortir. Donc, Macron, il est en difficulté, mais je dirais il s'est mis en difficulté lui-même. Il s'est mis en difficulté en dissolvant l'Assemblée nationale en 2024, en jouant un peu, comment dire, avec les uns les autres, au lieu de laisser faire. C'est-à-dire qu'il aurait pu, vous voyez, oui, faire, je répète, ce que faisait Mitterrand dans ces périodes de cohabitation. Vous vous souvenez, il disparaissait pendant 6 mois. Et après, il revenait aux premières difficultés. Mais là, au contraire, il est en premier ministre. Là, il faut qu'il reste toujours... Bon, c'est courageux. Mais parfois, il est inattendu, Emmanuel Macron. Lorsqu'il a dissous après des élections européennes, personne ne s'y attendait. Est-ce qu'il peut démissionner, par exemple? Franchement, c'était une décision débile. Oui. Enfin, je m'excuse de dire ça avec tout le respect qu'on doit au président de la République. Mais enfin, c'était un peu enfantin. C'est-à-dire qu'il cassait le jouet. C'était évident qu'il allait vers des difficultés parce qu'on ne sentait pas comment dire, à partir du moment où vous faites une dissolution et que vous ne sentez pas, comment dire, ça ira dans un sens ou dans un autre, la dissolution ne sert à rien. Et c'est pour ça que la dissolution, la prochaine, s'il y en a une, ne servira à rien non plus. Vous voyez, il faut être sûr qu'il y ait une majorité. Mais est-ce qu'il peut démissionner? Est-ce qu'il est un homme à démissionner, Emmanuel Macron? Est-ce qu'au fond, l'esprit des institutions, le gaullisme, peut-être que vous connaissez bien, lui dirait qu'à un moment donné, un président n'a plus la légitimité? De Gaulle n'avait pas de problème pour démissionner, il a souvent démissionné. Hein. Regardez, en 1946, il perd les élections législatives, enfin tout le monde se met un peu contre lui, et puis il met son costume de général, il s'habille en général, il va au Conseil des ministres, et puis il se barre, quoi. Il leur dit, voilà, je m'en fous, je me tire, enfin voilà, il n'est pas content. Et puis après, il y a effectivement l'histoire de 69, en 1969, il fait ce référendum qui est perdu d'avance, il y va quand même, il se suicide, il démissionne. Lui, fondateur de la Ve République, considérait que la légitimité d'un président, ça n'est pas simplement la durée d'un mandat. Lui, c'était le président, et il faudrait revenir à cette logique de la souveraineté populaire, c'est-à-dire la souveraineté populaire passait avant tout le reste. Et je pense que là-dessus, il a raison. C'est-à-dire aujourd'hui, cette souveraineté populaire, elle est rongée de partout. Elle est rongée notamment par les institutions, par par le Conseil constitutionnel, etc. Il faut essayer de revenir quand même pour que la France, comment dire, s'aime, que les Français s'approprient la France, que le patriotisme revienne. Je pense que ça ne peut revenir qu'avec un peu plus de souveraineté. Enfin, oui, que l'esprit de la souveraineté populaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas de souverainisme, ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est de reprendre la main. Oui, mais là, il ne va pas le faire, on a bien compris. Et donc, il va devoir trouver... Voilà. Alors, est-ce que Gabriel Attal, son ancien Premier ministre, qui propose un médiateur, aller chercher un compromis entre les partis qui iraient jusqu'au Parti socialiste, jusqu'à certains républicains, pour trouver un pacte de non-censure, par exemple, est-ce que tout ça, c'est envisageable ? C'est pas stupide, hein, l'idée du médiateur de Gabriel Attal, mais c'est Gabriel Attal qui a proposé cette idée. On connaît les relations entre Emmanuel Macron et Attal. Il n'y a aucune chance, enfin, il y a très peu de chances que ça se fasse. Mais je pense que, de toute façon, on est dans une période très difficile économiquement. Hein. Vous regardez l'état de la dette. Quand vous savez qu'aujourd'hui, la fin de l'année, la charge de la dette sera de plus de 60 milliards et que en 2029, ce sera 100 milliards. La charge de la dette, c'est quoi? C'est ce qu'on doit payer. Hein, c'est pas le remboursement de la dette, c'est la charge de la dette. Ce sont les intérêts qu'il faut rembourser. Ça va s'alourdir si Finch dégrade encore la note de la France. De toute façon, ça s'alourdit tout le temps. Et quand vous arrivez à 100 milliards, c'est le plus gros poste budgétaire. Enfin, c'est quand même de l'argent qu'on jette par la fenêtre. C'est affreux. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut... vous voyez, l'idée qu'on va s'en sortir toujours en dépensant plus... Ou en créant des impôts, des taxes... Ou en créant des impôts, mais attendez... par exemple, comme le propose le Parti Socialiste, qui d'ailleurs revendique... Olivier Faure revendique Matignon, par exemple. Oui, mais ça, par exemple, la taxe Zuckman, c'est très intéressant. On est dans le délire total. C'est-à-dire, on va taxer...
parmi ces riches, il y a des rentiers, d'accord. Mais il y a beaucoup de riches, c'est leur entreprise. Et tout ça va faire en sorte que l'outil de travail sera taxé. Et Zucman propose, dans ces cas-là, c'est 2%. Les 2%, ils pourront payer avec des actions de l'entreprise, qui iront donc à l'État, qui a charge pour lui de les refiler ses actions aux salariés, mais qui les gardera certainement. Vous arrivez encore avec un truc grotesque, où l'État va, s'introduire dans des entreprises. Vous voyez déjà comment sont payées les entreprises publiques, vous voyez comment ça marche. Vous savez très bien qu'il y a un grand problème en France aussi avec les entreprises publiques. Vous savez très bien que les aides aux entreprises dont on nous bassine à longueur de journée, parce que les entreprises sont massacrées, il faut bien dire. Quand vous regardez les impôts de production, ils sont 5 fois plus élevés en France qu'en Allemagne, par exemple. Ils sont massacrés et en plus, derrière, on leur donne de l'argent, notamment les entreprises publiques, pour s'en sortir. C'est-à-dire, vous voyez, on taxe, on réglemente, on met des normes et puis après, on subventionne. Ça, c'est ce que dit Bruno Retailleau. Oui, c'est grotesque, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est évident qu'il faut arrêter avec ce système. Mais vous avez effectivement, hélas, dans la classe politique, beaucoup de gens qui n'ont pas compris que il faut avant tout essayer de créer de la richesse. Et si on veut redistribuer la richesse, ça c'est la politique de l'offre. Mais il faut créer de la richesse. Et finalement, c'est une impasse, la politique de l'offre d'Emmanuel Macron aujourd'hui. On a vu comment François Bayrou proposait de supprimer 2 jours fériés ou de s'en prendre aux boomers. Voilà, on est toujours dans cette logique au fond. C'est-à-dire que le problème, c'est la logique punitive. C'est-à-dire, si on en est là, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est la faute des Français, du tout. Ils sont pour rien. C'est ce qu'a dit François Bayrou. Oui, mais pour ne pas dire que c'était la faute de Macron, parce que c'est un peu compliqué pour lui, parce qu'il a beaucoup œuvré pour Emmanuel Macron, et il essayait quand même un petit peu de le protéger. Mais il a voté les budgets. Oui, mais son diagnostic était juste, et puis ça fait longtemps qu'il le disait. De toute façon, on ne peut pas, vivre indéfiniment au-dessus de nos moyens. Enfin, c'est une situation grotesque. Mais on s'habitue, il y a toute une partie de la classe politique qui explique que c'est très bien, il faut continuer comme ça. Mais ça nous mène où ? Mais ça nous mène à la catastrophe financière. Donc c'est quoi la solution ? On n'y est pas encore. Il ne faut pas non plus dramatiser. Puis la France, c'est un grand pays qui a beaucoup de ressources. Donc c'est pas si grave d'avoir 3200 milliards de dettes. C'est très grave. Certains le disent. Non, mais attendez. Vous avez croisé le fer avec Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui dit que c'est pas si grave que ça. Mais évidemment que c'est très grave. Mais si vous voulez, la politique laxiste qui consisterait, toujours à dépenser plus pour essayer de recréer de la croissance, ça n'a jamais marché. Vous regardez toute l'histoire de la Ve République, ça n'a jamais marché. Le seul qui a vraiment changé la donne, c'est De Gaulle, qui justement a fait une politique très stricte, très rigide. On aurait dit d'austérité aujourd'hui, mais ça a très bien marché. Tout de suite, l'année suivante, on avait une croissance très forte. Mais est-ce que la France est capable de supporter une politique d'austérité aujourd'hui ? Les Français ont été habitués au quoi qu'il en coûte. C'est pas ce que je suis en train de dire. De toute façon, politique d'austérité, il y a déjà, quand vous voyez le budget, quand vous voyez le laxisme général, les aides par-ci, les aides par-là, vous savez très bien qu'il y a... quand vous voyez 7 milliards de fraude sociale détectées par la Cour des comptes et que personne n'en parle et tout le monde s'en fout. Il y a de l'argent récupéré. Il y a de l'argent. Il faut simplement... Un pays, ça se gère. Et le problème, si vous voulez, qui se pose aujourd'hui, vous savez très bien, le président de la République, il faut qu'il apprenne à dire non. Vous savez, De Gaulle avait une phrase géniale qui est revenue souvent, c'est gouverner, c'est être dur, et c'est dire non, 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 non. Et on a un président de la République qui dit toujours oui, 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 oui. À quoi, Emmanuel Il dit Macron ? oui, il dit oui à toutes les demandes. Les augmentations de fonctionnaires, regardez, avant la présidentielle de 2022, les augmentations de ceci, de cela, l'argent, le quoi qu'il en coûte qui continuait alors que le Covid était terminé. Moi, j'étais pour le quoi qu'il en coûte. Alors, il faut qu'ils s'arrêtent de dire que c'est la faute du Covid, parce que le Covid il a eu lieu partout en Europe et tous les pays ont fait du quoi qu'il en coûte. Simplement, dès que c'était terminé, le Covid, les dépenses publiques baissaient. Vous voyez, les dépenses publiques en Allemagne, ils ont explosé et sont redescendues à leur niveau précédent. Nous, ça a continué. On est incapable d'arrêter. Pour ça, il faut un peu de courage. Ce dont on a besoin, vous savez, on n'a pas besoin... Pour gouverner ce pays qui a beaucoup d'énergie, de gens intelligents, on a besoin de gens
courageux. Et les gens courageux sont des gens qui disent non. Voilà. Oui, oui. Et je pense que c'est ça c'est avec ça qu'on s'en sortira. Des gens qui pensent à la prochaine génération et pas à la prochaine élection ou pire encore au prochain sondage. Oui, mais Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Donc, il pense à quoi? La postérité? Il pense à ce qu'il va la trace qu'il va laisser? Vous le connaissez bien, François-Olivier Gisbert. Qu'est-ce qui explique vous savez très bien, oui. Bon, les présidents, comme disait Pompidou, ils sont tous fous. Alors, ils sont plus ou moins fous. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent rester. Et ils sont prêts à se représenter, si besoin, sur une civière. Et je pense que dans le cas d'Emmanuel Macron, il a l'œil fixé sur l'élection présidentielle suivante, puisqu'il n'a pas le droit de se présenter la prochaine fois en 2027, mais en 2032, il a le droit. Et donc, il doit penser... Il était déjà en train, vous pensez, de penser à l'élection? Oui, peut-être. Je ne sais pas trop ce qu'il fera, parce que il est arrivé très vite à ce poste, très jeune. Et bon, la retraite, c'est pas encore le moment de la retraite. Et je ne sais pas trop ce qu'il fera. Oui, mais je pense qu'il doit y penser. Il doit y penser. Mais il bat des records. Il bat des records d'impopularité. On est dans une situation quand même où il y a ce force dégagisme. Vous avez raison. Mais il vit aussi un peu dans une sorte de déni de la réalité. On l'a vu notamment sur la dette, on le voit sur les finances, on le voit... Pourquoi il ne sent plus les choses? Qu'est-ce qui explique ce déni de réalité? Je crois qu'il vit dans un monde un peu parallèle. Il n'est pas le seul aujourd'hui dans le monde. Vous voyez Donald Trump et d'autres. Oui, je ne dis pas qu'il est trumpiste, mais oui, il vit dans un monde parallèle. Je pense qu'il n'aime pas voir les informations qui dérangent. Or, je pense que la politique, c'est ça aussi, c'est-à-dire de voir les problèmes, les détecter et les traiter. Et la France, elle vit depuis trop longtemps dans le déni. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a cet endettement considérable de bientôt 3 500 milliards. Et c'est vrai qu'elle peut s'en sortir aujourd'hui, mais il faut quand même qu'elle commence à s'en occuper. C'est-à-dire d'essayer un peu de restreindre. Parce que quand on voit, vous voyez, par exemple, l'endettement, a priori, si c'est pour investir, pour essayer de réindustrialiser le pays. Exactement. Parce que là, c'est pour payer des retraites, dépenses de fonctionnement et tout ça. Sur les retraites, il aurait fallu être beaucoup plus courageux. Enfin, moi, mais là, vous écrit à l'époque. Le monde dans la rue. Et alors. Oui. Non, mais il faut arrêter ça aussi. Regardez l'Europe, tous ces gens qui ont sauvé leur pays. Gerhard Schröder qui est un homme de gauche, et qui était même à la gauche du Parti social-démocrate en Allemagne. Alors c'est vrai, c'était la droite, Margaret Thatcher, la droite conservatrice britannique. Mais ces gens-là, ils ont sauvé leur pays. Il y avait des manifs monstres, absolument monstres. Ils n'ont pas eu peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient courageux. Parce qu'ils avaient décidé, ils pensaient que c'était mieux pour leur pays. Et aujourd'hui, tout le monde leur tresse des couronnes. Et c'est juste parce qu'ils ont sauvé leur pays. Et leurs successeurs n'ont même pas changé leur politique après. Mais ce qui est fou, c'est par exemple, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Nicolas Sarkozy dans une conférence qui parlait de sa rencontre avec Emmanuel Macron d'un déjeuner à l'Élysée récent, où Emmanuel Macron, disait-il, lui demande qu'est-ce que je dois faire. Et Sarkozy lui répondant, ça ne sert à rien que je vous dise ce que vous devez faire, parce que chaque fois que vous me le demandez, vous faites tout à fait l'inverse. Et alors, il y a vraiment quelque chose comme, on rit, mais tragédie française. Au fond, c'est le titre de votre livre. Il y a une forme d'impossibilité d'y arriver, de consensus, de trouver des accords, de réconcilier les Français. Bon, alors, ça, c'est quand même vieux comme la France. Hein, là, on peut revenir aux Gaulois, on peut parler aussi de la célèbre phrase du général de Gaulle. Comment gouverner un pays qui a 465 fromages ou 367, enfin, il changeait régulièrement le chiffre. Mais de toute façon, il avait faux, le général de Gaulle, parce que nous n'avons pas moins de 400 fromages en France. Quand vous regardez bien les chiffres, c'est autour de 2000. Oui. 2000 fromages, non pas par région, des nouveaux. Et par chef-lieu de canton, etc. Bon, ça dit tout sur notre pays. Et c'est sa force aussi. Et ça fait que vous avez des bouts du pays qui se cassent la gueule, et puis des bouts du pays qui réinventent des choses et qui repartent. Donc, la France, c'est pas foutu. Oui, mais ça, c'est la France du réel. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette différence entre la classe politique, là, ce spectacle, et la France du réel qui se bat pour vivre, pour boucler ses fins de mois, vous me l'arrachez de la bouche, créer des entreprises pour arriver à s'en sortir. Vous me l'arrachez de la bouche, la classe politique n'est pas au niveau. La classe politique n'est pas au niveau parce qu'ils croient toujours aux mauvaises solutions qui n'ont jamais marché. C'est vrai, beaucoup de politiques aujourd'hui, de droite ou de gauche, pensent que voilà, il suffit d'arriver au pouvoir, on va refaire un plan de relance. Ça ne marche jamais, mais ils vont le faire quand même. Un plan de relance qui enrichira la Chine et tous les produits qui vont nous inonder. Et c'est pas ça. Il faut,
payer mieux le travail. Augmenter, d'ailleurs. Il faut penser au pouvoir d'achat des gens qui travaillent. C'est très important. Il faut créer de la richesse. Mais c'est absolument fondamental. On ne s'en sortira pas autrement. Oui, merci François-Olivier Gisbert. Je ne sais pas si vos conseils arriveront jusqu'à ceux qui devraient les écouter. Je crains qu'on parce que ça fait très longtemps que j'ai écrit sur la dette et tout ce genre de sujet. Je n'ai pas l'impression. Mais vous savez, la vérité, comme disait Charles Péguy, c'est très important. Il faut la gueuler. Oui. Faut la gueuler. Et moi, j'essaie. C'est vrai que j'espère comme ça, peut-être, je serai un peu entendu, mais je ne suis pas le seul à dire ça. Merci François-Olivier Gisbert. Histoire intime de la Ve République, notre trilogie. Alors il y a la tragédie française, La Belle Époque, Le Sursaut. C'est sorti chez Folio en livre de poche. Et puis on attend le prochain. On vous recevra avec grand plaisir. Merci d'être venu sur ce plateau, François-Olivier. Merci.